Capucine a travaillé plusieurs années dans la post-production du visuel et a évolué de poste technique vers la gestion de projet. Et au cours de son parcours, elle a collaboré avec des réalisateurs et réalisatrices comme Mai Wen, Mathieu Amalric et Tommy Gatliff sur des projets allant de la publicité de luxe au cinéma et aux séries françaises et internationales. Et après avoir découvert l'altruisme efficace en 2021, elle a décidé de changer de trajectoire professionnelle pour s'atteler à des problèmes de plus grande ampleur. Donc aujourd'hui, elle s'intéresse particulièrement au domaine de la cause animale et de la sécurité de l'intelligence artificielle. Elle travaille actuellement pour Altruisme Efficace France, où elle utilise des compétences acquises dans la gestion de projet pour construire la communauté de l'altruisme efficace, développer les programmes en ligne de l'association et accompagner des personnes vers une transition de carrière à fort impact. Je prie d'applaudir Capucine. Bonjour. Bienvenue à cette conférence sur les carrières à fort impact. Donc, qu'est-ce que c'est une carrière à fort impact? Comment on peut avoir une carrière à fort impact? C'est une question que je me posais pas vraiment quand j'étais une jeune adulte, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était être monteuse de cinéma. Il y avait un effet dramatique, mais il est raté parce que... Donc ça, c'est moi, en 2019, avec des choix capillaires un peu douteux, et surtout en train de poser devant le tout premier film sur lequel j'ai travaillé. Est-ce qu'il y a des gens ici qui l'ont vu? Aucune main ne se lève, ça ne me surprend pas, c'est pas un film qui a marqué l'histoire du cinéma, mais j'étais quand même très très fière de moi, c'était un peu la première étape de ma longue et belle carrière dans le monde du cinéma français. Et effectivement, j'ai eu la chance de travailler sur un certain nombre de longs métrages et de séries. Et puis après, il s'est passé quelque chose. En 2021, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelait l'altruisme affectif, efficient, je sais plus. Ah, efficace, l'altruisme efficace, c'est ça. Et bon, je suis pas rentrée dedans tout de suite, hein, j'avais un peu des doutes au début, mais petit à petit, ça m'a intéressée de plus en plus et ça m'a ouvert les yeux sur des nouvelles manières d'aligner mes valeurs et mes actions. Parce que quand j'étais petite, avant de vouloir faire du cinéma, je voulais faire de l'humanitaire. Et puis finalement, je m'étais un peu éloignée de ça parce que j'avais pas l'impression que je pouvais faire grand-chose là-dedans. Et puis, du coup, j'ai rencontré l'altruisme efficace et ça m'a renoué avec cette aspiration d'enfance à agir pour les autres. Et donc, en 2024, j'ai fait le grand saut. Je suis passée du domaine de la post-production à travailler directement dans l'altruisme efficace, en commençant à travailler pour Altruisme Efficace France, l'association qui organise ce sommet aujourd'hui. Chez Altruisme Efficace France, on essaie de faire connaître les principes de l'altruisme efficace. Et dans mon travail, notamment une grosse partie de mon travail, c'est de parler à des personnes comme vous pour les accompagner dans une transition de carrière à fort impact. Et donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui, pour un peu vous donner des clés, comprendre qu'est-ce que c'est une carrière à impact, comment on peut penser à ça et comment construire une carrière à impact. Donc j'espère que vous repartirez avec des informations déjà, puis surtout de la motivation à agir et des bonnes idées sur vos prochaines étapes. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui pendant 40 minutes. Je vais vous représenter rapidement ce que c'est l'altruisme efficace, même si je suis sûre que vous êtes tous allés à la conférence avant moi. Ensuite, je vais vous expliquer les 3 piliers d'une carrière à impact. Qu'est-ce que c'est une carrière à impact? Comment on peut construire une carrière à impact? Et surtout, après, je vais vous dire je vais vous donner quelques pistes en tout cas sur comment vous pouvez commencer à passer à l'action. L'altruisme efficace. Rappel, définition. L'altruisme efficace, on peut le définir comme un mouvement social et philosophique qui combine l'empathie et la réflexion pour identifier les moyens d'agir qui ont le plus d'impact positif sur le monde et pour les mettre en pratique ou essayer de les mettre en pratique. Donc concrètement, l'altruisme efficace, ça nous amène à nous poser 2 questions. Comment on peut prioriser entre les différents problèmes du monde et quels sont les moyens d'action les plus prometteurs? Cette notion de priorisation dans l'altruisme efficace, elle est vraiment centrale. L'altruisme efficace, ça part du constat qu'il y a un grand nombre de problèmes dans le monde, mais qu'on a des ressources en quantité limitée. Donc, pour pouvoir agir de manière optimale, il faut allouer nos précieuses ressources, c'est-à-dire notre argent, notre temps et nos compétences, de manière à agir de la manière la plus pertinente et efficace possible. Comment on fait pour aider le plus possible? Comment on fait quand il y a tant de problèmes, tant de choses à faire dans le monde? Donc l'altruisme efficace propose de s'appuyer sur des données empiriques pour essayer de vérifier les effets de nos actions. Parce que sinon, on risque de perdre du temps à faire des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Pour vous donner un exemple concret, si vous avez 1 heure devant vous, vous avez le choix entre faire un don du sang à côté de chez vous ou bénévoler à la SPA du coin,
qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi laquelle de ces actions aura le plus grand impact? Bon, j'ai pas la réponse, hein, mais la démarche idéale, ce serait d'essayer de déterminer les effets attendus de chacune de ces actions et de choisir celle qui a le plus grand impact positif possible. Donc, petite question, là, avant de passer à la slide suivante. Est-ce qu'il y a des gens ici qui recyclent leurs déchets tous les jours? Levez la main. Voilà, donc l'immense majorité. Ceux qui le font pas, je vous vois. Non, je rigole. Je vais vous montrer un graphique. Donc ce graphique, il nous montre, il compare l'impact carbone de différentes actions individuelles. Donc recycler ces déchets, c'est là. C'est à peu près 0,2 tonnes de CO2 équivalent par an. En comparaison, des choses comme avoir un régime complètement végétalien ou éviter de conduire une grosse voiture, ça a 10 fois plus d'impact. Donc ce que je vais vous montrer avec ce graphique, c'est que nos intuitions, des fois, elles sont un petit peu trompeuses. On peut avoir l'impression que recycler ses déchets ou bien faire attention à débrancher ses chargeurs, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup d'impact pour l'environnement. En vrai, c'est peut-être pas négligeable, mais c'est pas forcément le truc le plus efficace que vous puissiez faire, quoi. Et donc, il faut être au courant que certaines actions n'ont pas le même poids que d'autres et essayer autant que possible de privilégier les actions qui ont un impact plus fort. Mais après, ces actions à l'échelle individuelle, c'est juste une partie du tableau, hein. Ce que vous pouvez faire vous-même en termes de choix de vie, c'est un périmètre quand même qui reste assez limité. Une autre façon d'agir, c'est d'essayer d'avoir un effet de levier, c'est-à-dire d'utiliser vos compétences, vos ressources, pour faire des choses qui auront un impact pas seulement sur votre environnement immédiat, mais un effet beaucoup plus large. Un effet de levier très intéressant, c'est le don efficace. Donner à des associations très efficaces, ça a vraiment beaucoup plus d'impact qu'à peu près n'importe quelle action qu'on peut faire à l'échelle individuelle. Donc là, il y a cette étude qui montre que donner 50 € par mois aux meilleures associations dans le domaine du climat, ça évite 600 tonnes de CO2 équivalent par an. Alors ce graphique, il faut bien le comprendre, hein. Il faut le comprendre comme quelque chose qui est contextuel et qui dépend de ce moment actuellement. C'est-à-dire que si tout le monde se mettait à donner 50 € par mois aux meilleures associations, ça résoudrait pas la crise climatique. Mais là, actuellement, c'est un des moyens d'action pour limiter les émissions de CO2 à votre disposition qui est le plus efficace. Un autre levier d'impact extrêmement puissant, vous vous en doutez sûrement, c'est votre carrière professionnelle. Vous allez travailler tout au cours de votre vie entre 60 000 et 80 000 heures. Donc c'est à peu près 12 fois le temps que passerait un bénévole bien impliqué. Donc votre carrière, c'est vraiment quelque chose que si vous l'utilisez correctement pour essayer de travailler directement à la résolution d'un problème, c'est à peu près inégalé en termes de ressources que vous pourrez consacrer pour travailler sur des choses à impact. Avec votre carrière, vous devenez vous-même un acteur du changement et vous travaillez directement à la résolution d'un problème. Vous pouvez créer des nouvelles solutions, influencer des personnes ou former des personnes, et tout ça, ça fait un effet de levier formidable qui va bien au-delà de vos ressources personnelles et de ce que vous pouvez faire dans votre vie. Donc j'espère que je vous ai un petit peu convaincu que essayer d'avoir une carrière à impact, c'est quelque chose c'est une des choses que vous pouvez faire dans votre vie qui aura le plus d'effets positifs. Donc maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est une carrière à impact. On peut parler de 3 piliers dans une carrière à impact pour construire une carrière à impact. Le premier, c'est qu'il faut bien choisir son domaine. Ça, c'est quelque chose d'un peu récurrent dans l'altruisme efficace. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut essayer d'avoir et de construire une stratégie d'impact. Et le dernier, non des moindres, c'est que c'est important de s'épanouir dans son travail. Donc on va étudier, on va voir chacun de ces piliers un par un. Pilier numéro 1, bien choisir son domaine. Donc là, j'aimerais bien avoir un peu votre avis à main levée. Imaginez que vous avez 1 000 € à donner à une association. À votre avis, si vous essayez d'utiliser la démarche de l'altruisme efficace, à quelle association vous donneriez? Est-ce que vous donneriez à une association qui agit dans l'aide alimentaire d'urgence, dans la réhabilitation des récifs coralliens, dans la protection des pandas géants ou dans la distribution de moustiquaires? Je vous laisse 15 secondes pour réfléchir. Top chrono, c'est parti. Qui vote pour l'aide alimentaire d'urgence? Ok, une dizaine de personnes, petite dizaine. Qui vote pour la réhabilitation des récifs coralliens? 2, 3, 4, 5, ok.
une petite dizaine aussi. Pour la protection des pandas géants en Chine, une personne, 2 personnes. Vous n'avez pas de cœur. Regardez comme il est mignon là. Qui vote pour la distribution de moustiquaires au Nigeria? Ah là là, une immense majorité. Vous avez bien compris la leçon d'Antonin. Bravo. Donc, je vais pas vous donner la réponse, même si je vous l'ai un peu donnée. Mais je vais plutôt vous expliquer comment on réfléchit à ces problèmes-là dans l'altruisme efficace. Dans l'altruisme efficace, on aime bien déjà les diagrammes de Venn, comme ça. Mais on aime aussi le cadre AAN. C'est quelque chose qui nous permet de comparer différents domaines d'intervention. Donc AAN, c'est pour ampleur, potentiel d'amélioration et caractère négligé. Un domaine d'intervention, en gros, là, c'est un problème dans le monde qu'on espère résoudre. Donc, pour pouvoir comparer entre différents domaines d'intervention, on se pose d'abord la question de l'ampleur du problème. Quelle est l'étendue de ce problème? Parce qu'il y a des problèmes qui touchent des centaines de milliers de personnes ou d'animaux, et d'autres qui en touchent beaucoup moins. La deuxième question, c'est à quel point ce problème est globalement négligé. Est-ce qu'il reçoit déjà beaucoup d'attention ou pas? De l'attention médiatique, de l'attention philanthropique? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de ressources qui sont allouées à ce problème? Parce que si un problème est globalement négligé, vous aurez un impact plus fort en travaillant directement sur ce problème-là. La dernière question à se poser, c'est est-ce qu'on peut réellement faire des progrès? Quel est le potentiel d'amélioration dans ce domaine? Il y a des problèmes où on a, comme la maladie d'Alzheimer par exemple, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des recherches qui sont faites et les progrès sont très lents, alors qu'il y a d'autres maladies où on a des idées beaucoup plus claires sur comment les traiter. Si on applique ce cadre AAN dans l'altruisme efficace, il y a 3 domaines d'intervention qui ressortent comme prioritaires. Le premier domaine, c'est la santé et la pauvreté dans les pays en développement. Donc il y a 700 millions de personnes aujourd'hui en extrême pauvreté. Ce chiffre, il va augmenter, non pas parce que l'extrême pauvreté, elle augmente, l'extrême pauvreté, elle a beaucoup diminué ces dernières années, ces quelques dernières dizaines d'années, mais parce que l'OMS a remonté le seuil d'extrême pauvreté en 2025. Mais bon, voilà, actuellement, les chiffres qu'on a, c'est 700 millions de personnes. Cette pauvreté, elle a évidemment plein de conséquences négatives, dont la vulnérabilité face à des maladies évitables. C'est un problème, paradoxalement, peut-être, qui est très négligé. L'aide internationale, par exemple, c'est un type d'aide pour ce genre de problème, ça représente qu'une fraction très minime du PIB des pays riches, et ça a encore diminué, puisqu'en 2025, les États-Unis ont annoncé diminuer de 2/3 leur aide internationale. C'est passé de 58 milliards à... Enfin, ils ont retiré 40 milliards sur 58 milliards. Donc c'est un problème d'autant plus négligé actuellement. Et c'est un problème où, grâce à la recherche et l'expérimentation ces dernières années, on commence à avoir une assez bonne idée de ce qui fonctionne, notamment dans le domaine de la santé, parce que c'est plus facile de vérifier les effets de nos actions. Un deuxième grand enjeu, c'est la question des animaux en élevage intensif. Donc aujourd'hui, il y a un consensus scientifique sur le fait que les animaux mammifères et les vertébrés sont sentients, c'est-à-dire qu'ils ressentent la douleur, ils ont des émotions, ils ont des expériences subjectives. Or, aujourd'hui, chaque année, c'est 80 milliards d'animaux terrestres et 300 milliards de poissons qui sont élevés en élevage dans des conditions qui sont extrêmement pénibles, autant physiquement que psychologiquement. C'est un problème qui est extrêmement négligé, qui reçoit très peu d'attention médiatique, politique, philanthropique. Même les personnes qui s'intéressent aux animaux, en général, ils vont plutôt aider les chats, les chiens et les pandas de Chine. Mais très peu d'attention va pour les animaux d'élevage. Et c'est un problème sur lequel on commence à avoir d'assez bonnes idées de ce qui fonctionne, faire de la réglementation sur les conditions de vie, développer des alternatives pour limiter le nombre d'animaux élevés, etc., etc. Le dernier grand enjeu, c'est ce qu'on appelle les risques catastrophiques mondiaux, de manière très sobre. C'est des risques qui sont associés au développement technologique de ces dernières décennies, qui ont le potentiel de déstabiliser profondément nos sociétés, voire, dans certains scénarios catastrophiques, de menacer notre avenir sur cette planète. Donc typiquement, en général, dans l'altruisme efficace, on parle des risques liés au développement de l'intelligence artificielle, aux pandémies artificielles ou non artificielles, comme le Covid-19, et aux conflits nucléaires entre les nations. C'est des problèmes qui sont en fait extrêmement négligés. Il y a très très peu de ressources qui vont dans la régulation ou la mitigation de ces risques.
Et c'est un problème où on a certaines idées de ce qui pourrait fonctionner, que ce soit au niveau de la recherche ou des politiques à mettre en place au niveau des gouvernements ou au niveau des entreprises. Donc ça, c'est les grands enjeux tels qu'identifiés dans l'altruisme efficace. Si vous travaillez dans un de ces domaines, probablement vous aurez un impact plus fort qu'en travaillant dans n'importe quel autre domaine. Mais la question du domaine, c'est pas la seule question à se poser. Il y a aussi la question de la stratégie d'intervention. Donc ce graphique-là, il représente une liste de traitements médicaux qui sont classés en fonction de l'amélioration de santé qu'ils permettent pour chaque dollar. Pour passer un peu rapidement dessus, l'idée c'est que là, il y a les interventions dans le domaine de la santé qui sont le plus efficaces. Et ces interventions les plus efficaces, elles sont en moyenne 10 fois plus efficaces qu'une intervention moyenne et 15 000 fois plus efficaces que des interventions les moins efficaces qui existent. J'ai dit beaucoup de fois efficaces, mais ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que toutes les interventions, une intervention, c'est construire un puits, faire des vaccins, distribuer de la vitamine A. Toutes les interventions se valent pas, elles n'ont pas toutes le même effet. Et donc, c'est important de choisir des organismes qui travaillent sur des interventions qui a priori, vont aider plus de personnes ou sauver plus de vies. Donc ça, c'était la question du domaine, de bien choisir son domaine et la stratégie d'intervention. Il y a une autre question importante à se poser quand vous voulez vous demander quel va être l'impact de votre travail. C'est la question de l'impact contrefactuel. C'est un mot un peu barbare, mais je vais essayer de vous expliquer simplement. L'impact contrefactuel, c'est la différence que vous allez apporter personnellement par rapport à ce qui se serait passé si vous n'étiez pas là. Je vais vous expliquer. En gros, si vous pensez devenir médecin, bon, c'est plutôt positif a priori, un médecin ça aide beaucoup de personnes, ça sauve des vies, mais en fait, votre impact contrefactuel, c'est-à-dire la différence que vous apportez personnellement en devenant médecin, il est très limité. Pourquoi ? En France, il y a un nombre limité d'étudiants de médecine, et il y a plus de personnes qui veulent faire de médecine que des personnes qui sont prises. Donc, si vous n'allez pas faire médecin et que vous faites à la place artiste de cirque, ça va être une autre personne qui va devenir médecin à votre place. Et cette personne, a priori, elle est à peu près aussi compétente que vous. Donc, dans ce cas, l'impact contrefactuel, la différence que vous apportez, il est assez négligeable. Alors que si vous aviez fait autre chose avec plus d'impact, plus il y aurait eu un autre médecin en même temps, et il y aurait beaucoup plus d'impact que si vous étiez allé devenir médecin. Donc il y a deux questions importantes à se poser quand on pense à l'impact contrefactuel. La première, c'est est-ce que ce poste, il sera pourvu dans tous les cas? Et la deuxième, c'est est-ce que j'ai un avantage comparatif à ce poste? L'idée, c'est que c'est bien d'essayer de privilégier un poste où personne d'autre peut faire ce que vous faites, ou alors vous serez le meilleur ou la meilleure à ce poste. Il vaut mieux être moyennement bon, il vaut mieux être très bon à quelque chose de un petit peu moins important que moyennement bon à quelque chose de très important, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous remplacer. Ça va? Vous pourrez poser des questions à la fin si vous voulez que je réexplique. Donc je vous ai un peu pris la tête là avec plein de concepts, plein d'idées, donc on va aller prendre un petit peu l'air frais avec cette photo rigolote de la communauté de l'altruisme efficace en France. Je vais vous raconter le trajet de quelques personnes qui ont fait des choses dans la communauté de l'altruisme efficace, à l'international et en France. Il y en a certains qui sont ici, ou peut-être que vous les reconnaîtrez. Donc Alexis, à gauche, c'est le cofondateur de No Violence at Home. Il était ingénieur puis consultant après avoir fait un master en économie publique. Et en 2024, il a quitté ce travail-là pour cofonder avec Ivy No Violence at Home, qui est une association qui travaille sur la réduction des violences conjugales au Rwanda. En utilisant un moyen un peu original, il diffuse des fictions radio, des fictions à la radio pour initier des changements de comportement. Une autre association qui est un petit peu antérieure, un peu dans le même style, a été créée par Anna et Kenneth. C'est une association qui agit au Nigeria et qui diffuse cette fois encore par la radio des informations sur la planification familiale. Et ça, c'est des tactiques qui permettent d'éviter des décès maternels précoces. C'est des associations assez jeunes, mais elles ont un bon track record. No Violence at Home, ils ont fait leur premier pilote et il y avait, je crois, 90% d'auditeurs qui rapportaient un effet positif sur leur relation. Et FEM a permis plusieurs centaines de décès évités. A permis d'éviter plusieurs centaines de décès.
Dans le domaine de la protection animale, il y a plusieurs personnes dans la communauté française qui ont fait des choses. Donc Evan, en 2018, a fondé Assiette Végétale avec le but de végétaliser l'alimentation collective. En 2024, c'est devenu Anima France, et Anima France agit dans la réglementation pour que les poules pondeuses, qui a plusieurs millions de poules en France, aient des meilleures conditions d'élevage, c'est-à-dire ne soient pas enfermées dans des cages. Kelly, elle était ingénieure dans un bureau d'études quand elle a rencontré Altruisme Efficace. Elle a quitté son travail, elle a fait un incubateur et elle a créé l'entreprise, cette fois c'est pas une association, l'entreprise qui allait devenir La Vie, que peut-être que vous connaissez, qui crée des alternatives végétales à la viande. La Vie, ils ont levé 25 millions d'euros en 2024 et il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui pensent que c'est vraiment une stratégie prometteuse en proposant des alternatives à la viande. Le nombre d'individus en élevage intensif, espérons-le, devrait diminuer. Enfin, on a Axel qui a fait des études de philosophie et de sociologie avant de faire une formation de journaliste scientifique. Aujourd'hui, elle est journaliste scientifique pigiste dans le domaine spécialisé dans la question animale. Et elle est en train d'écrire un ouvrage de recherche, un livre de recherche sur les turbopoulets, qui sont des poulets modifiés génétiquement par l'industrie de la viande. D'autres exemples de personnes qui ont créé des structures. Romain et Jennifer ont créé Mieux Donner, en passant par l'incubateur Charity Entrepreneurship, qui a aussi donné FEM et Nova, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le même, ça vient du même endroit. Romain était ingénieur en vélo, dans une start-up de vélo, et Jennifer était guide de haute montagne. Et ensemble, ils ont créé Mieux Donner pour faire mieux connaître le principe du don efficace, du don à des associations efficaces. En 2025, ils estiment que c'est 1 million d'euros qui sera reversé grâce à eux à des associations extrêmement efficaces. Pour info, Romain est dans cette salle, cherchez-le. Ah mince, il a spoilé. Et il fait 2 conférences cet après-midi, vous pouvez regarder sur le planning. Un autre exemple, c'est Efficience, qui a été créé par plusieurs personnes, mais j'ai eu le droit de mettre la photo que de ces deux-là. Donc c'est Jérémy et Antoine, et d'autres personnes, qui étaient tous alumni des ENS. Et ils ont créé, quand ils ont rencontré Altruisme Efficace, en 2022, ils ont créé Efficience, qui vise à faire connaître les principes d'une recherche à fort impact dans les milieux universitaires, notamment dans les domaines de la sécurité de l'intelligence artificielle et de la biosécurité. Ils ont été en contact avec plusieurs centaines d'étudiants et ils ont publié en 2024 un rapport sur la recherche impliquée. Et aujourd'hui, le pôle IA s'est séparé pour vivre sa vie propre. Et enfin, il y a Altruisme Efficace France, que je représente aujourd'hui. Donc, Altruisme Efficace France, son directeur, c'est Guillaume. Il a fait une école de commerce, et puis après, il a un peu oscillé. Il a fait du consulting, de l'entrepreneuriat, et puis il a finalement atterri ici. Si vous venez à son talk ce soir, il vous expliquera ça mieux que moi. Plus que 2 petites histoires sur des personnes qui n'ont pas fondé des structures, mais qui ont utilisé leurs compétences spécifiques à l'endroit où ils étaient. Le premier, c'est Shaiman, le futurologue, peut-être que vous connaissez. Donc lui, il a créé une chaîne YouTube il y a 6 ans, et en 2023, il a décidé de se focaliser uniquement sur les risques de l'intelligence artificielle. Depuis, il a fait une centaine de vidéos et de podcasts en invitant des experts de premier plan sur des domaines comme l'écologie, l'économie, les risques démocratiques. Et c'est le podcast le plus écouté en France sur l'intelligence artificielle. La dernière personne dont je voulais vous parler, c'est Alix, qui a fait des études de bioingénierie à Polytechnique. Elle a travaillé plusieurs années à la construction de la communauté de l'altruisme efficace en Suisse. Pas plusieurs années, pardon, 1 an. Et après, maintenant, elle travaille au Simon Institute, qui est un think tank sur les effets, pour essayer de mitiger les effets des technologies disruptives, notamment l'IA. Bon, du coup, je vais accélérer un peu. Le deuxième pilier, c'est d'essayer d'avoir une stratégie d'impact pour avoir une carrière à fort impact. Donc, l'idéal, bien sûr, ce serait d'avoir un impact fort dès maintenant. C'est sûr, on aimerait bien postuler à un job et c'est un job à impact et tout est super. Sauf que, en fait, il y en a pas beaucoup des jobs à fort impact. C'est pas forcément évident. Et que, notamment pour les personnes qui sortent d'études, il y a assez peu de postes juniors. Donc, quelque chose que tout le monde peut faire et qui est particulièrement intéressant pour les personnes plus juniors, c'est de commencer à vraiment construire ses compétences pour pouvoir arriver être là sur le marché du travail dans quelques années et avoir un profil très pertinent pour les structures à fort impact. Donc, votre capital professionnel, c'est quoi? On peut le résumer comme ça, c'est les ressources et avantages qu'une personne peut développer tout au long de sa carrière et qu'elle peut mobiliser pour avoir un impact positif maximal sur le monde. Concrètement,
c'est... Bon, ça, c'est vous. Mais le capital professionnel, c'est tout ça. C'est des compétences, donc des hard skills, savoir coder, connaître un logiciel, savoir parler des langues, etc. Ou des soft skills, intelligence émotionnelle, communication, leadership. Ça peut être des diplômes, en particulier si vous cherchez une certaine spécialisation ou une certaine expertise dans un domaine. Obtenir des diplômes dans ce domaine, ça vous fait gagner en compétences, en réseau et en crédibilité. Ça peut être des références. Si vous faites des expériences professionnelles ou bénévoles, vous pouvez ensuite montrer ce que vous avez fait et vous construire une réputation. Le réseau, c'est un capital professionnel extrêmement important. C'est en construisant un réseau qu'on a de l'entraide, qu'on reçoit certaines informations aussi. Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui circulent d'abord et avant tout dans le réseau des personnes avant de devenir publiques. Et enfin, il y a la question de la sécurité financière. C'est important d'investir sur une certaine stabilité financière pour pouvoir, par la suite, pouvoir faire peut-être des choix un petit peu plus audacieux. Où est-ce qu'on peut gagner du capital professionnel? Moi, je continue. Tout d'abord, en travaillant dans une organisation réputée, qui n'a pas forcément de lien direct avec ce que vous voulez faire plus tard, mais qui va vous permettre de gagner des compétences, du réseau et de la crédibilité. En empruntant une carrière politique, ça peut vous faire gagner du capital professionnel. Une carrière politique, ça peut vous amener à des endroits où vous aurez un impact assez unique, et ça peut vous permettre sinon une certaine flexibilité pour faire d'autres choses. En faisant des études supérieures, donc ça je l'ai déjà évoqué. En apprenant des compétences transférables, c'est-à-dire en travaillant dans des métiers qui vous permettent d'apprendre des compétences, qui vont vous permettre d'un côté d'avoir des plans B, si jamais ça se passe pas bien comme vous, si ça se passe pas comme vous espériez, et qui vous permettent aussi de travailler directement à la résolution d'un problème, en vous démarquant, en essayant de faire des choses qui sont pas forcément très communes, mais qui vous permettent d'avoir accès à des plateformes d'influence auxquelles vous n'auriez pas eu accès sinon. Et enfin, la bonne nouvelle, c'est que du capital professionnel, vous pouvez le gagner dès maintenant. Dans n'importe quel cursus d'études, dans n'importe quel travail, vous pouvez gagner du capital professionnel en vous concentrant sur des compétences qui vous intéressent, en construisant des soft skills, en construisant votre réseau, et de manière générale en vous construisant une réputation de personne sérieuse et fiable. Un autre point important, je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'il y a des petits... voilà. Mais un autre point important dans votre stratégie, c'est de penser à votre adéquation personnelle. Donc, ce graphique, il nous montre la distribution du niveau de performance dans n'importe quel domaine professionnel. Et on voit qu'en jaune, là, c'est la contribution moyenne, le niveau de contribution moyen, le niveau de performance moyen. Et là, il y a quelques pourcentages de personnes qui ont un niveau de contribution largement supérieur à ça. Donc en fait, les métiers où vous aurez une bonne adéquation personnelle, un métier où vous serez doué, c'est un métier où vous ne serez pas juste un peu meilleur que la moyenne. C'est un métier où vous ferez vraiment une grosse différence. Donc essayez de trouver des métiers comme ça, c'est mieux, quoi. Un cas particulier que je voulais vous évoquer dans cette question de l'adéquation personnelle, c'est le earning to give. On peut le traduire littéralement par gagner pour donner. Gagner pour donner, oui c'est ça. J'ai mentionné en début de conférence les dons efficaces. Il y a peu d'associations qui ont des financements. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez un job confortable, vous n'avez pas vraiment envie de changer, vous n'avez pas des compétences vraiment extraordinaires hors du commun qui pourraient vous permettre d'avoir un impact vraiment fou ailleurs. Aussi dans des situations où vous gagnez très bien votre vie, ça peut être intéressant dans ces situations de rester dans votre travail actuel et par contre essayer de donner un certain pourcentage de vos revenus à des associations efficaces. C'est pas une stratégie qu'on recommande spontanément à tout le monde. En général, il vaut quand même mieux travailler directement à la résolution d'un problème, sauf si vous gagnez vraiment beaucoup d'argent. Et c'est aussi une stratégie qui a quelques risques. Ça peut être difficile de rester motivé sur plusieurs années. On peut un peu oublier notre engagement initial, plus vraiment vouloir donner. Donc pour pouvoir faire ça, ce qu'on recommande en général, c'est de bien s'entourer d'un environnement qui comprend ce que vous faites, d'une communauté aussi qui partage vos valeurs, et éventuellement de prendre un engagement à donner. C'est un engagement public à donner un certain pourcentage de vos revenus, et c'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple auprès de Mieux Donner ou ailleurs. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous permettre de poser un cadre et d'être sûr que vous n'allez pas vous en éloigner.
Le dernier point que je veux aborder sur cette question de la stratégie dans la carrière à impact, c'est l'état d'esprit avec lequel aborder votre carrière. Vous ne pouvez pas tout savoir à l'avance qu'est-ce qui va vous plaire et dans quoi vous allez être bon, c'est impossible. Il y a eu des études un peu formelles sur ça qui ont montré que l'introspection, l'intuition, les tests d'orientation, ça peut donner certaines idées, mais c'est pas des très bons prédicteurs de ce dans quoi vous allez vous plaire ou ce dans quoi vous allez exceller. Donc à la place, ah oui, ça marche pas. À la place, ce qu'on vous recommande plutôt, c'est d'adopter ce qu'on appelle un état d'esprit scientifique. Faites des hypothèses sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, et ensuite testez-les, vérifiez-les, explorez vos options et demandez des feedbacks. Quand vous faites une nouvelle expérience professionnelle, bénévole, demandez aux personnes autour de vous quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, et essayez de vous améliorer stratégiquement par rapport à ça. Le troisième pilier, c'est celui de s'épanouir au travail. Vous êtes obligé de vous épanouir au travail, je vous l'ordonne. C'est quoi un job satisfaisant? Est-ce que c'est un job où on suit sa passion? Suivre vos passions, suivez votre passion, c'est un conseil qu'on peut recevoir des fois, ou une intuition qu'on peut avoir. Si vous aimez le foot, devenez journaliste sportif, et si vous aimez le cinéma, faites de la post-production. Mais en fait, on peut se demander si c'est vraiment un bon conseil. Il y a très peu de personnes déjà qui arrivent à suivre leur passion, à vivre de leur passion. C'est vraiment très rare. Ces personnes-là, elles sont pas forcément plus satisfaites au travail que les autres. Et également, il y a des personnes qui sont très satisfaites au travail et qui travaillent pas forcément dans un domaine en lien avec leur hobby ou leur passion. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié mes années dans le cinéma, mais rétrospectivement, je pense que c'était pas tant à cause de mon travail, enfin, pas tant à cause du fait de travailler sur des films, mais plutôt parce que j'ai travaillé vraiment dans des bonnes conditions, dans une boîte qui était assez exemplaire sur pas mal d'aspects. Du coup, j'aimerais bien, avant de vous dire c'est quoi ces aspects, j'aimerais bien votre avis. Vous pouvez scanner ce QR code et prendre 1 minute pour essayer de répondre à cette question. Vous pouvez taper les mots. À votre avis, qu'est-ce qui crée de la satisfaction au travail? Est-ce que c'est d'avoir son propre bureau? Est-ce que c'est de pouvoir travailler chez soi? Est-ce que c'est de travailler à côté de la plage ou autre chose? Vous pouvez essayer de taper vos réponses. Ok, je peux pas vous afficher, je vais pas prendre le risque. Par contre, je peux vous lire. J'ai collègues, flexibilité, avoir de l'impact, remote, le salaire, utilité, une équipe stimulante, être correctement payé, les rencontres, les pauses, people, en majuscule, humour, collègue avec un cœur, changement, échange, autonomie, vacances. Je vais rester sur ce mot-là. Et il y a pas mal de bonnes intuitions là-dedans, peut-être que vous aviez déjà la réponse. Ça, la recherche, elle a identifié 5 piliers pour s'épanouir au travail. Je vais vous les expliquer un par un. Le premier, c'est de gagner suffisamment d'argent. La recherche, elle montre une corrélation positive, mais logarithmique, entre les revenus et la satisfaction. Je vais vous le traduire en français. Ça veut dire que l'argent crée bien le bonheur. Il y a une corrélation entre les deux. Mais cette corrélation, elle diminue au fil du temps. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, gagner plus d'argent, ça a de moins en moins d'effet sur votre bonheur. Au-delà de 50 000 € par an, on constate plus de corrélation entre les deux. Donc, essayez de gagner, d'avoir un niveau de vie qui vous permet vraiment d'être bien et à l'aise. Mais essayer de devenir riche, ça n'a pas forcément plus d'impact que ça sur votre bien-être. La question de l'épanouissement au travail, donc le fait de faire une activité stimulante, c'est ce qu'on peut appeler le flow, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un équilibre parfait entre défis et compétences. Donc faire des tâches au jour le jour qui sont trop faciles, ça mène à l'ennui, ça vous démotive, et faire des tâches trop difficiles, ça mène au stress et au burn-out. Donc l'idéal au jour le jour dans votre travail, c'est un niveau de challenge qui vous pousse sans vous submerger, dans lequel il y aura une espèce d'état de motivation et de concentration intrinsèque. Un troisième pilier qui a été montré par la recherche, c'est qu'il y a une forte corrélation entre tout simplement être bon dans son travail et la satisfaction. C'est plutôt logique. Quand on maîtrise son domaine, on gagne en confiance, en reconnaissance et en sentiment d'accomplissement.
Un autre pilier, vous avez été pas mal à l'évoquer là, dans le nuage de mots, c'est d'évoluer dans un environnement accueillant. Et ça englobe principalement 3 choses. La possibilité d'être autonome dans son travail, dans ses décisions, le fait de recevoir des feedbacks réguliers, des feedbacks clairs, et le 3e et le plus important, c'est d'avoir le soutien de ses collègues, c'est-à-dire d'être entouré de personnes vers qui vous savez que vous pouvez vous tourner vers elles pour des conseils ou des retours. Ça, c'est vraiment le meilleur prédicteur de satisfaction au travail. Là-dedans, on peut aussi inclure les temps de trajet, les heures supplémentaires et l'équilibre vie pro, vie perso. Le tout dernier pilier, vous l'avez aussi évoqué, c'est le fait de trouver du sens. Je pense que je vous apprends pas grand-chose. Enfin, peut-être que si, en fait. Avoir un job à impact, c'est non seulement c'est bien pour les autres, mais c'est aussi bien pour vous. Les personnes qui rapportent une grande satisfaction dans leur emploi, c'est souvent les personnes qui aident les autres via leur travail. Pour résumer tout ce qu'on a vu jusqu'ici, il y a 3 piliers dans une carrière à impact. Le premier, c'est de bien choisir son domaine. Il s'agit de travailler dans un domaine de grande ampleur, négligé et avec un fort potentiel d'amélioration. Le deuxième, c'est d'essayer de construire une stratégie d'impact. Construisez vos compétences, vos expériences et votre réseau en pensant à long terme et pensez aussi à votre adéquation personnelle. Essayez d'avoir un esprit scientifique en faisant ça. Et le tout dernier, c'est de chercher à s'épanouir au travail. Si vous vous épanouissez au travail, vous serez plus performant et vous serez aussi plus heureux, ce qui est aussi important. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour commencer votre carrière à fort impact? Chez Altruisme Efficace France, on a un guide carrière que vous pouvez scanner ici, qui reprend en gros tout ce que j'ai dit là de manière plus détaillée et qui vous donne aussi des outils pour commencer à planifier votre carrière, à penser à vos prochaines étapes. Une autre option, c'est nos programmes en ligne. On a 2 programmes principalement, les ateliers d'introduction qui sont en 5 semaines et les ateliers carrière à impact qui sont en 8 semaines, qui s'adressent aux personnes qui ont déjà un peu d'expérience professionnelle. Il y a une prochaine édition qui commence fin septembre et la date limite pour s'inscrire, c'est le 16 septembre. Donc ne tardez pas trop si ça vous intéresse. Après, il y aura d'autres éditions pendant l'année, vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur la liste d'attente pour être au courant des prochaines éditions, même si vous pouvez pas faire celle-là. Tout ça, c'est sur notre site internet Altruisme Efficace France. Il y a d'autres programmes spécialisés, et les 2 premiers, c'est dans la cause animale. Le 3e, c'est celui que j'ai évoqué, qui est un incubateur d'associations à fort impact, donc Charity Entrepreneurship. Blue Dot Impact, c'est des cours sur l'intelligence artificielle, les risques d'intelligence artificielle. Effective Thesis, c'est un ensemble de ressources pour les étudiants et les personnes qui veulent faire de la recherche. Et Talos Network, c'est un programme pour commencer une carrière dans l'Union au niveau de la politique européenne, notamment dans les domaines liés à l'intelligence artificielle. Une autre ressource intéressante, c'est les job boards. Si vous voulez aller voir dès maintenant des job boards de métiers à fort impact, il y a principalement celui de 80,000 Hours et celui de Probably Good. Vous pouvez commencer à regarder s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser et être pertinentes pour vous. J'ai parlé plusieurs fois du don. Donc j'ai parlé de Mieux Donner, qui propose entre autres un engagement à donner et qui sinon est une plateforme qui permet de faire des dons à des associations particulièrement efficaces et qui vous donne aussi pas mal de ressources sur ces questions-là. Et enfin, un point très important, c'est la question de, la question de la communauté. Vous entourez d'une communauté de personnes qui peuvent vous soutenir dans votre démarche. Ça peut vous permettre de garder la motivation, être au courant des offres, monter en compétences, avoir des nouvelles idées, avoir des feedbacks, etc. Donc, Altruisme Efficace France, c'est ça qu'on fait principalement. On a des plateformes en ligne pour une communauté en ligne. On organise aussi des événements en présentiel à Paris, Lyon, Toulouse, Grenoble, et Aix et Marseille. Donc tout ça, c'est sur notre site internet, n'hésitez pas à aller voir. Et enfin, il y a le Effective Altruism Forum, qui est le forum international de la communauté de l'altruisme efficace. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, passer du cinéma à l'altruisme efficace, pour moi, ça a été une des plus belles décisions de ma vie. C'est une décision dont je suis extrêmement fière. Parce que ça m'a permis enfin de pouvoir aligner un peu mes valeurs, mes compétences et les besoins du monde et avoir l'impression que je fais quelque chose d'à peu près utile.
Donc votre carrière, c'est quelque chose de très personnel. On peut pas vous dire ce que vous devez faire ou pas faire, mais c'est aussi votre levier d'impact le plus puissant. Et cette opportunité, elle est là pour chacun et chacune d'entre vous, quel que soit votre parcours. Donc vous n'êtes pas obligé de tout changer du jour au lendemain, de tout révolutionner et de quitter votre travail. Commencez par explorer, testez vos hypothèses, construisez petit à petit et essayez d'y aller progressivement et de penser au long terme. L'important, c'est d'essayer de garder en tête tous les jours cette question: comment est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus d'impact avec mes compétences demain? Donc les ressources, elles existent, la communauté, elle est là, et les opportunités, elles se multiplient. Et du coup, c'est à vous de faire le premier pas maintenant. C'est à vous de jouer. Merci pour votre attention. Ah bah il y avait le Slido pour les questions, mais il a disparu. Merci. Comme on a commencé un petit peu en retard, on a 15 minutes de questions. Pour poser des questions, pouvez-vous scanner ce code et poser vos questions à l'écrit. Donc il faut que vous ayez sur la salle B et ensuite que vous soyez sélectionné Q&R. Et je commence à regarder. Seriez-vous d'accord pour dire qu'une carrière en politique est l'une des plus efficaces possibles car elle a un grand effet sur la répartition des ressources? Je pense qu'une carrière en politique, c'est une des plus efficaces possibles, si vous en avez la possibilité. Sur la répartition des ressources, ça dépend ce que ça veut dire. Je suis pas forcément claire, mais oui, j'imagine qu'on pourrait en parler dans le sens où on peut avoir un certain degré d'influence et répartir où est-ce que les ressources vont être allouées, quel domaine devient prioritaire, etc. C'est assez rare de pouvoir avoir cet impact en politique, mais si vous avez cet impact, c'est vraiment énorme. Du coup, les carrières en politique, ça peut quand même être quelque chose d'extrêmement prometteur pour vous. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets et efficaces illustrant comment vous pouvez tester votre hypothèse au travail afin d'élaborer votre stratégie? Tout à fait, je ne l'ai pas évoqué. Par exemple, vous pouvez faire une liste d'options. Une liste d'options, donc moi je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais aller travailler dans telle entreprise, je pourrais faire tel stage, tel bénévolat, etc. Et ensuite, à partir de cette liste d'options, vous pouvez faire ce qu'on appelle des tests qui sont peu coûteux. C'est-à-dire, par exemple, un test peu coûteux, c'est tout simplement d'aller parler à quelqu'un qui fait le travail que vous envisagez et de lui poser des questions sur c'est quoi, comment ça se passe ton travail au jour le jour, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, à qui est-ce que tu recommanderais cet emploi. Et ça va vous permettre de voir pas mal de zones d'ombre dans ce que vous pensez que ça allait vous plaire, mais en fait, vous n'aviez peut-être pas toutes les informations. Moi, je l'ai fait sur la recherche. À un moment, ça m'intéressait. Je suis allée demander à des gens, vous faites quoi? Ils m'ont dit, je suis assis sur un bureau et je réfléchis toute la journée. J'ai dit, non, en fait, c'est pas pour moi, quoi. Bon, voilà, c'est un peu résumé, mais c'est une façon de le faire. Vous pouvez aussi regardez les tâches qui sont nécessaires dans ce travail et essayez de les faire. Si une de vos tâches, c'est, j'en sais rien, de savoir coder, d'essayer d'un peu de coder et de voir si ça vous plaît. Et aussi, oui, c'était quoi? Demander à des personnes, essayer, faire des stages, si vous en avez la possibilité. Si vous êtes encore étudiant, étudiante, vous pouvez essayer de faire un stage dans un domaine. Tout ça, c'est des moyens de tester un peu vos options et vos hypothèses. Est-ce que AEF ou autre asso propose du coaching 101 comme 80,000 hours? Oui, on propose du coaching 101 sur notre site web. Vous pouvez trouver ça, je l'ai pas mis là, mais il y a un endroit où vous pouvez demander un appel carrière avec un membre de notre équipe. On recommande aux personnes qui font cette demande d'avoir un peu réfléchi déjà à leur carrière, notamment à travers ce prisme-là. Vous pouvez notamment, par exemple, lire le guide carrière. Et après, vous pouvez faire une demande, c'est totalement gratuit, c'est un appel d'1 heure avec une préparation avant, ça peut vous aider à identifier un peu vos angles morts. Comment faire en cas de ressources limitées personnelles, handicap? Je pense que essayer d'avoir une carrière à impact, c'est essayer d'avoir une carrière à impact pour vous, avec vos possibilités, vos ressources à disposition. On vit dans un monde inégal, donc tout le monde n'a pas les mêmes ressources. Donc il faut commencer là où vous en êtes et essayer de mettre de l'impact là où vous en êtes. Dans le cadre du handicap, c'est une discussion que j'ai déjà eue avec plusieurs personnes.
Une option, alors c'était plutôt dans le cas de la santé mentale, dans le cas de ces personnes, mais une option c'était plutôt de faire un job dans lequel elles sont à l'aise, qui est confortable pour ces personnes, et de donner à des associations à côté. C'était l'exemple que je vous donnais tout à l'heure du earning to give. C'est pas forcément que pour les gens qui gagnent énormément d'argent, ça peut être aussi pour des personnes qui, pour plein de raisons, ont besoin de certains jobs dans lesquels elles sont particulièrement confortables. Donc ça peut être une option, par exemple. Voilà, mais grosso modo, ce que je veux vous dire, c'est il n'y a pas un chemin d'impact, quoi. Ramener de l'impact, c'est prendre votre situation et essayer de mettre un petit peu plus d'impact dedans chaque jour. Mais il n'y a pas un seul chemin. Donc c'est à vous de faire avec vos possibilités, vos capacités et vos envies. L'AE réfléchit-il à la question de l'éducation des enfants et des ados? Un changement du système pourrait-il avoir un plus grand impact à moyen terme? Je crois que mon collègue Antonin, tout à l'heure, a évoqué la question du changement systémique. J'étais pas là. Du changement à grande ampleur. Il y a des initiatives sur les changements de comportement, je dirais, notamment dans la question animale. Je retourne à la question. Notamment dans la question animale. Après, les domaines de l'éducation, c'est pas forcément ceux sur lesquels on se positionne le plus, notamment en France. En fait, il y a assez peu d'initiatives de l'altruisme efficace qui se font sur le continent européen ou aux États-Unis, parce qu'on considère que tout est plus cher. Donc, faire une intervention, c'est plus cher. Et donc, vous aurez plus d'impact avec un montant donné dans un pays dans un pays avec une certaine situation de pauvreté. Donc essayer de changer l'éducation des personnes en France, c'est pas forcément un créneau sur lequel on se positionne particulièrement. Je vous ai parlé tout à l'heure du cadre AAN, c'est pas forcément très négligé et les progrès à faire sont pas forcément très évidents. Ou en tout cas, c'est pas que c'est pas évident, c'est que c'est moins évident que sur d'autres problèmes. J'espère que j'ai répondu à peu près à la question. Quel est l'engagement de temps à prévoir pour les ateliers d'AEF dont vous avez parlé? Les deux ateliers, atelier d'introduction, atelier carrière, ils sont construits de la même façon. Il y a un rendez-vous vidéo par semaine avec votre groupe. Donc vous êtes dans un groupe de 4 à 6 personnes avec un facilitateur, une facilitatrice. Vous vous rencontrez une fois par semaine et vous discutez des lectures et des exercices que vous avez dû faire pendant la semaine. Pour les ateliers d'introduction, je crois que c'est une rencontre d'1 heure ou 1h30 et à peu près 2 heures de lecture par semaine. Et pour les ateliers carrière, c'est à peu près la même chose. C'est juste que les ateliers carrière, c'est quand même plus engageant parce que vous allez réfléchir à votre propre carrière et que c'est plus long. Ça fait 8 semaines, c'est 6 sessions sur 8 semaines, alors qu'atelier d'introduction, c'est 5 semaines. Sans ignorer les problèmes des pays étrangers, pouvez-vous parler de white saviorism, je sais pas comment on dit, et des manières de travailler avec des communautés locales? Je sais que la structure qui s'appelle GiveWell, qui fait de la recherche sur les associations à plus grand impact dans le domaine de la santé et de la pauvreté, ont écrit au moins une fois, et je pense plusieurs fois, sur cette question, sur le fait de travailler avec des communautés locales. Je veux pas déformer leurs propos, donc je vous conseille d'aller voir, mais ce que je me souviens, c'était que il y a pas mal d'initiatives, notamment dans la question de la pauvreté, qui ne sont pas prescriptives, qui ne prescrivent pas ce qu'il faut faire. Par exemple, des initiatives de transfert d'argent, de cash, de manière illimitée. C'est des initiatives comme Give Directly, où on va envoyer de l'argent à des gens, tout simplement, des gens pauvres, des gens extrêmement pauvres. On va leur envoyer de l'argent et après on leur laisse et ils en font bien ce qu'ils veulent. Et en général, c'est des personnes que ça va leur permettre de reconstruire leur toit, acheter 2 moutons, et ça va leur permettre de pouvoir commencer un petit peu à entreprendre, gagner plus d'argent et commencer à sortir éventuellement de l'extrême pauvreté. Il y avait aussi une partie dans cet article qui disait quelque chose comme c'est pas forcément intrinsèquement meilleur tout le temps de travailler avec les populations locales, parce que il peut y avoir aussi énormément de corruption, beaucoup de personnes qui ont leurs propres intérêts à cœur. Donc je pense que c'est un juste équilibre à trouver. Il y a des interventions où la plupart du temps, il vaut mieux écouter les populations locales. Des fois, il faut aussi mettre des cadres pour éviter qu'il y ait certains débordements dans certaines situations. Existe-t-il une liste de métiers à fort impact déjà écrite quelque part?
Alors, métier à fort impact, pas forcément, mais sur ces 2 sites internet, 80,000 Hours et Probably Good, il y a énormément de références sur... il y a des job boards déjà, et il y a aussi beaucoup d'articles qui expliquent pourquoi la recherche, ça peut être efficace, est-ce que développer des alternatives végétales, c'est prometteur, comment on peut utiliser sa carrière aussi en psychologie, en médecine. Ça, c'est plus Probably Good. Probably Good, c'est un peu plus large. 80,000 Hours, c'est un peu plus spécifique. Et 80,000 Hours aussi, aujourd'hui, c'est beaucoup sur les risques de l'intelligence artificielle, mais pas que. Probably Good est plus généraliste. Donc, vous pouvez aller voir ces 2 ressources-là pour vous renseigner sur les métiers à fort impact et vous donner des idées. AEF revendique-t-il une neutralité politique? Quelle est sa position vis-à-vis de mouvements sociaux de l'extrême gauche à l'extrême droite? Alors, l'altruisme efficace, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait d'être non partisan. De fait, comme il y a beaucoup d'actions qui sont menées au niveau politique, par exemple dans la réglementation pour les animaux ou la réglementation pour l'intelligence artificielle, etc., il y a eu pas mal d'initiatives il y a pas mal de gens dans l'altruisme efficace qui travaillent dans ces domaines-là, qui s'affilient pas vraiment publiquement avec un parti ou un autre pour pas se mettre à dos d'autres si un autre gouvernement arrive au pouvoir, quoi. Donc ça, c'est une réalité. La plupart des personnes de l'altruisme efficace, selon les sondages, l'immense majorité sont plutôt une sensibilité politique de gauche, de fait. Voilà, je pense qu'il y a très peu d'initiatives de l'altruisme efficace qui sont compatibles avec un gouvernement d'extrême droite, par exemple. C'est quelque chose où c'est vraiment pas... Il y a vraiment pas grand-chose de compatible. Après, voilà, la tendance pour l'instant dans l'altruisme efficace, ça a été plutôt de revendiquer pas une neutralité, mais en tout cas de pas s'afficher d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. Peut-être à tort, peut-être à raison, c'est une question compliquée. Je serais ravie d'en discuter avec des personnes après, parce que c'est un sujet aussi qui m'intéresse personnellement. Pourquoi ne pas motiver les gens à s'orienter vers les ONG et les organisations internationales comme l'ONU? Il y a un très bon article sur ça, du Happier Lives Institute, qui d'ailleurs ils sont là aujourd'hui, sur le fait que les grosses structures, ils appellent ça des mangos, ces grosses structures, elles ont tendance un peu à s'éparpiller sur plein d'interventions différentes, et du coup c'est pas facile de savoir quelles interventions sont vraiment les plus performantes, et donc en général on recommande plutôt de se diriger vers des interventions, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des interventions qui ont un bon track record d'efficacité dans leur domaine, plutôt que sur des structures où voilà, il y a beaucoup d'interventions différentes, c'est pas forcément aisé de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Y a-t-il des initiatives pour faire des ponts avec les mouvements français de justice sociale, ex-actuels, le 10 septembre? Je saurais pas exactement répondre à cette question. Je sais qu'il y a des recherches dans l'altruisme efficace en général sur l'efficacité des mouvements sociaux et des manifestations. A priori, c'est quelque chose d'assez efficace, donc c'est plutôt quelque chose qu'on recommande. Enfin, on recommande, c'est pas un tampon altruisme efficace, mais dans la communauté en général, on pense en général que c'est quelque chose de plutôt pertinent. Voilà. Au-delà de ça, on n'a pas d'initiative particulière actuellement. Pouvez-vous expliquer votre commentaire sur le choix entre être très bon dans un job à moindre impact contre être moyennement bon dans un job à fort impact? C'est la question de l'impact contrefactuel, donc de la différence que vous pouvez faire spécifiquement. C'est-à-dire que... Alors, comment expliquer ça? Si vous êtes la seule personne à pouvoir occuper un job à impact, il y a le job A qui a pas mal d'impact, et il y a le job B qui a un peu plus d'impact que le job A. Si le job A, il n'y a personne d'autre qui peut faire votre métier, vous êtes le seul ou la seule personne à pouvoir le faire, c'est mieux pour vous d'aller là, plutôt que d'aller au job B, qui a peut-être un peu plus d'impact, si vous avez un ami qui peut occuper ce job et qui sera meilleur que vous. S'il y a une personne qui est au moins aussi bonne que vous, il vaut probablement mieux lui laisser la place, notamment si elle est meilleure, et vous faire un job qui peut-être sera un petit peu moins pertinent et un peu moins d'impact en soi,
mais où vous serez excellent, vous allez performer, et donc là, vous aurez un impact qui est inégalé. J'espère que c'était un peu plus clair. On a parlé carrière et dons. Qu'en est-il de l'utilisation de notre influence? Oui, c'est quelque chose... je vais remettre le QR code. Utiliser votre influence, c'est quelque chose que vous pouvez, qui est extrêmement pertinent, notamment pour parler de dons, pour parler des principes de l'altruisme efficace, pour essayer d'amener des nouvelles personnes à réfléchir autrement. Ce sommet-là qu'on a fait ce week-end, la communication, c'était principalement du bouche à oreille, et on voit que c'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien. Donc, utiliser son influence, en parler à ses proches, en parler sur les plateformes auxquelles on a accès. Quand je dis en parler, c'est parler de l'impact, parler des interventions qui fonctionnent, parler des dons efficaces. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, qui n'a pas beaucoup de coûts, et qui est effectivement extrêmement pertinent. Merci pour la question, parce que je ne l'avais pas évoqué. Que pensez-vous de l'impact des figures religieuses comme le pape? Je prends les questions dans l'ordre, je sais pas, vous avez voté, donc je les prends. Que pensez-vous de l'impact des figures religieuses comme le pape, le Dalai Lama, Thich Nhat Hanh? J'ai rencontré le Dalai Lama la semaine dernière. C'est rigolo. Je pense qu'ils sont cool. Le pape, je crois qu'il s'est prononcé sur les risques de l'intelligence artificielle, donc il est automatiquement cool. Et le Dalai Lama, justement, j'étais là, il était là, et il y a quelqu'un qui lui a demandé une question sur l'intelligence artificielle. J'ai pas tout entendu, mais il a commencé en disant « ça peut être très bénéfique », et je crois qu'après il a dit un truc du style « mais il faut quand même faire attention ». Et voilà, c'est quelque chose que je trouve plutôt pertinent. c'est plutôt juste en soi. Et donc, un peu plus sérieusement, les figures religieuses, je pense qu'elles ont vraiment un potentiel à influencer beaucoup les foules. Voilà, c'est plutôt des gens bien en général. Je sais pas quoi dire de plus, je sais pas où voulait aller la question. Comment mesurer de manière précise la négligence de certaines causes ou de certains domaines professionnels afin de choisir où s'orienter et s'investir? Je pense qu'il faut trouver un juste équilibre de manière générale dans sa vie. Je vous invite à réfléchir par vous-même, je vous invite à faire vos propres recherches, à vérifier les données, etc. Après, le monde, il est très 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 complexe, il y a vraiment beaucoup de données, donc il y a des personnes qui ont fait des dizaines de milliers d'heures de recherche sur qu'est-ce qui a le plus fort impact, qu'est-ce qui est négligé, qu'est-ce qui est pas négligé. Je vous conseille, en général, si vous pouvez, de vous référer à des sources, et après, savoir si c'est négligé, en gros, c'est de regarder quelle est l'attention médiatique qui est portée sur ça. Vous pouvez regarder combien de dons ont été faits à cette cause, ça dépend quel type de négligence vous voulez vérifier, mais voilà. Quelles sont les tactiques les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique? Faire des dons. Faire des dons... Alors, je pense que là, actuellement, dans l'état des choses du mouvement de l'altruisme efficace et de l'état du monde, là, si tout le monde ici se mettait à faire des dons à des associations particulièrement efficaces, ce serait probablement la meilleure chose à faire. Vous pouvez aussi essayer de travailler dans la question du dérèglement climatique. C'est un peu plus compliqué parce que c'est moins négligé que d'autres problèmes. Donc il faut quand même être soit vraiment excellent dans un domaine ou apporter un truc vraiment nouveau dans un domaine. Mais ça peut être aussi une stratégie. Et après... je l'ai reperdu la question. Comment, l'impact climatique, voilà, il y a les actions individuelles qu'on a vues un petit peu, mais grosso modo, c'est toujours la même réflexion. En fait, c'est toujours la même question. C'est bien d'avoir des actions individuelles, et c'est bien aussi de donner, et c'est bien d'essayer de travailler dans ce domaine-là. Sur la question du climat, je pense que les dons, c'est vraiment pertinent. Romain va parler cet après-midi de l'écologie efficace à 17h30. 17h30, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir, il en parlera mieux que moi. Avez-vous connaissance d'activités de lobbying AE auprès d'institutions de pouvoir? Oui, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais oui. On est là. Non, il y a des choses qui sont faites en lobbying dans la question animale. Voilà. Voilà. Vous pouvez aller voir au forum des associations, l'association qui s'appelle CAP, Convergence Animaux Politiques, qui travaille sur c'est quoi le mot? Faire ce que les personnes qui agissent au niveau politique pour les animaux se coordonnent.
si c'est une question qui vous intéresse. Comment l'altruisme efficace s'efforce de sensibiliser les pays où ces idées sont moins populaires et se considérer comme un objectif important. Et ben on essaie de le faire en faisant ce qu'on fait chez Altruisme Efficace France. On est une association au niveau français, mais il y a plusieurs autres associations. Il y a Altruisme Efficace Suède, Pays-Bas, Suisse, etc. Donc ça, on fait tous un peu la même chose. On essaie de faire connaître l'altruisme efficace dans notre pays. Donc ça, bah voilà, c'est ce qu'on fait. Ce sommet, ça sert à ça, typiquement. Et j'ai à nouveau perdu la question. Et bah, je me souviens plus que c'était la deuxième partie, mais bon voilà, du coup c'est pas grave. Comment l'AE se positionne sur des complémentarités nécessaires entre actions, même si certaines sont plus efficaces, il faut donner au prorata. Je ne sais pas, je comprends pas la question, désolée. Je comprends pas la question, donc si vous voulez en parler après, venez me voir pour m'expliquer. Ah oui, le pays moins populaire. Est-ce considéré comme un objectif important de sensibiliser les pays où ces idées sont moins populaires? Oui. Oui, c'est considéré comme important parce que bah, on espère que ce genre d'intervention ou d'événements comme aujourd'hui, ça va faire que des personnes vont se mettre à peut-être à faire des dons ou à changer de carrière et on pense que c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact. Comment se reconvertir dans un job à impact avec le marché du travail actuel où il y a peu de postes et beaucoup de candidats? C'est une bonne constatation, c'est juste. C'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé du capital professionnel. Il y a effectivement assez peu de jobs à impact sur le marché. Bah déjà, bon, c'est un peu facile à dire, mais créer une nouvelle structure, bah c'est quelque chose quand même où vous dépendez pas d'une offre d'emploi. Bon, vous n'allez pas faire ça du jour au lendemain, hein, c'est normal, mais ça peut être un plan à long terme que vous pouvez garder en tête. C'est probablement au sein des carrières à impact, c'est probablement une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire. Sinon, bah, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est faut construire ses compétences petit à petit, se construire un réseau, se construire une réputation de personne qui fait bien les choses, se tenir au courant de ce qui se passe, et voilà. Et en fait, ça va venir petit à petit. Il y a un point important que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la question du réseau. Si vous travaillez là aujourd'hui, certaines d'entre vous dans l'embauche, peut-être que vous connaissez cette expérience, c'est que quand on va chercher à employer quelqu'un, en général, on va commencer par chercher dans les personnes qu'on connaît, on va en parler autour de nous, on va dire tu connais pas quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un, etc. Et petit à petit, on va élargir de plus en plus jusqu'à arriver aux plateformes d'embauche générales, publiques, etc. Ça, c'est un phénomène qui se fait dans à peu près n'importe quelle entreprise ou structure. Donc, bah, c'est quelque chose à garder en tête. Les offres d'emploi que vous voyez sur des job boards ou ailleurs, c'est quand même une petite partie de l'iceberg des offres d'emploi. Donc, pour être au courant de ce qui se passe, souvent, il faut passer par cette case réseau. Il faut parler à des gens, il faut venir à des conférences ou des choses, des événements, et réseauter, quoi. Et c'est là qu'on est au courant des offres d'emploi un peu plus cachées. Pourquoi les grosses associations n'essaient pas d'être efficaces? Je pense pas qu'elles essaient pas d'être efficaces. Je pense qu'elles essaient toutes d'être efficaces. On a juste des points de départ assez différents et des manières différentes d'y réfléchir. Après, je pense que là on pourrait en parler pendant 1 heure, mais c'est très difficile d'adopter cet état d'esprit, de vouloir vérifier l'impact de nos actions, de se baser sur les preuves, etc. Changer d'avis dans la vie en général, c'est difficile. C'est un phénomène psychologique chez les humains, qui est vrai pour tout le monde. C'est difficile de changer d'avis. C'est difficile d'admettre qu'on s'est trompé, qu'on a fait un truc qui fonctionnait pas jusqu'ici. Donc, bah voilà, enfin, il y a des histoires psychologiques, il y a des histoires de financement, il y a des histoires d'affinité, il y a des histoires de méthodologie. Tout le monde fonctionne pas de la même façon, toutes les associations fonctionnent pas de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il y a assez peu de structures qui changent leur mode de fonctionnement. Ça peut arriver, mais... Comment trouver un job à fort impact quand la plupart des ONG du mouvement sont aux États-Unis ou à Oxford? Bah, déménager, je sais pas.
Non, mais non, c'est terrible ce que je viens de dire. Je pense pas du tout. Il y a beaucoup de jobs qui peuvent se faire à distance dans le domaine de l'altruisme efficace. Après, il y a des opportunités en France. Il y a des associations en France. Là, vous allez en voir certaines aujourd'hui pendant le forum des associations. Et puis, trouver un job à fort impact, l'idée, c'est pas forcément d'aller sur un job board et de trouver un job et de postuler et ça y est, quoi. Parce que ce que j'essaie de transmettre, c'est plus l'idée de penser à sa carrière sur le long terme et pas seulement de le prochain job qu'on va avoir, quoi. Donc, ouais, je sais pas si c'est très satisfaisant comme réponse, mais vous pouvez aussi travailler pour des structures françaises. Il y a des choses qui se font en France et vous pouvez chercher à construire votre carrière aussi en France, quoi. C'est fini? Ok, et c'est fini. Merci beaucoup pour votre attention.